Aujourd'hui, préparez-vous à en prendre plein les mirettes. Je n'exagère pas, pour le 3e épisode de cette mini-trilogie consacrée aux préfectures du littoral ouest du Japon, je vais vous emmener dans des lieux aussi variés qu'une côte déchiquetée, un village samouraï et un des plus beaux temples qu'il m'ait été donné de voir dans ce pays, en passant par l'un des 12 derniers châteaux authentiques du Japon. Vous voyez, je ne vous mens pas, le menu est copieux. D'ailleurs, cette vidéo sera du coup un peu plus longue que d'habitude. Alors installez-vous confortablement, on part découvrir la préfecture de Fukui. Me voici donc reparti sur les routes du littoral de la mer du Japon, direction cette fois la préfecture de Fukui. Au contraire des deux précédentes, il n'y a pas à proprement parler de lieux touristiques très connus ici. Enfin, très connus des touristes occidentaux, je veux dire. Hein. Et pourtant, ce ne sont pas les points d'intérêt qui manquent, vous allez voir. Même si tout ça ne reste évidemment qu'un minuscule échantillon, parce que comme d'habitude, je ne vais faire que passer. Point de départ de la journée, les falaises de la côte d'Echizen. Une côte morcelée, voire littéralement déchiquetée, et qui se prolonge sur plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'à la baie de Wakasa. Tout le long, il existe évidemment une ribambelle de points de vue, tous plus impressionnants les uns que les autres. Compte tenu de mon itinéraire du jour, j'ai choisi celui qui répond au nom de Tojinbo. Une pointe qui s'avance dans la mer du Japon et qui se termine par une île sacrée, l'île d'Oshima. Mais pour vous dire la vérité, ce qui m'a attiré sur cette côte, ce n'est ni la présence d'éventuelles divinités shinto sur Oshima, ni l'air vivifiant de la mer, ni même les pâtes de crabe, spécialité culinaire locale et que je vous recommande chaudement quand même si vous passez dans le coin. Non, ce que je voulais voir avant tout, c'était ce relief si particulier, ces colonnes de pierre à la forme si singulière qu'on les croirait, pour certaines, façonnées de la main de l'homme. Et pourtant, il n'en est rien. En fait, c'est ce qu'on appelle des orgues de basalte, un relief issu de très anciens volcans, de la lave solidifiée donc, qui, en refroidissant, s'est contracté puis fissuré de façon presque rectiligne. On en trouve ailleurs qu'au Japon, bien sûr, en Islande notamment. J'aimerais d'ailleurs beaucoup m'y rendre un jour car je trouve ça véritablement fascinant, j'avoue. Et voilà, vous connaissiez déjà ma passion pour l'histoire du Japon, et ben maintenant vous connaissez aussi celle pour l'histoire de la Terre et de ses reliefs. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Et maintenant que les présentations avec les falaises de Tojinbo sont faites, aussi bien depuis la terre ferme que depuis les airs, il est temps, je crois, d'aller les observer depuis la mer. Je parlais d'air vivifiant il y a 2 minutes, et ben ça va être l'occasion de profiter des embruns de la mer du Japon, même si je dois avouer qu'à bord du bateau flottait plutôt une forte odeur de gasoil. Vite oublié, cela dit, lorsque le pilote met le cap sur l'île d'Oshima, où nous n'accosterons pas et où je n'aurai pas le temps de me rendre. Ah, je vous l'ai dit, la journée va être chargée. Mais que ça ne nous empêche pas de profiter un peu de cette balade en mer, parce que ça n'arrivera pas souvent dans ce voyage. Et voici donc à quoi ressemble l'île d'Oshima, vue d'un peu plus près, et elle aussi entièrement constituée de ces colonnes de lave solidifiées. On distingue tout de même le torii à l'entrée, qui montre bien qu'il s'agit d'un sanctuaire shinto. Oshima est un nom d'île qui revient assez souvent au Japon, et le caractère sacré vient sans doute de la mythologie, selon laquelle c'était le nom donné à l'île originelle, le point de départ de l'archipel japonais créé par les dieux au commencement. Si vous vous intéressez un tant soit peu à la mythologie et que celle du Japon vous est inconnue, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne principale pour en apprendre davantage.
La promenade en mer se termine par un passage en revue des falaises du Tojimbo avant le retour à l'embarcadère, à 2 pas de celle-ci. En tout cas, elle aura duré pas loin d'1 heure et franchement, avec ce temps superbe, c'était un vrai plaisir. D'ailleurs, j'ai bien fait d'en profiter au maximum parce qu'en parlant de la météo, celle-ci ne va pas rester aussi clémente. Tandis que je reprends ma route, le ciel se couvre de plus en plus au fur et à mesure que j'approche de ma prochaine étape. Quelque chose me dit que la pluie n'est pas loin. Direction à présent Maruoka pour une nouvelle halte historique, mais qui mérite surtout le détour car il n'en existe que très peu dans tout le pays. Je vais cette fois visiter le château de Maruoka. Oui, je sais, vous allez me dire que ce ne sont pas les châteaux qui manquent au Japon, en plus c'est pas le premier qu'on voit dans ce voyage, et à première vue, il ne paye pas de mine. Alors, sincèrement, qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Eh bien, il a qu'il fait partie d'un cercle très fermé. Celui des 12 derniers châteaux authentiques encore debout dans le pays. Vous l'ignorez peut-être, mais la plupart des châteaux japonais sont en fait des reconstitutions datant du 20e, voire du 21e siècle, comme celui de Kanazawa qu'on a vu dans la vidéo précédente. Beaucoup sont en fait des musées avec tout le confort moderne, si je puis dire, électricité, ascenseur, etc. Seul l'extérieur a été refait à l'identique de ce qu'ils étaient autrefois. Et parmi tous les châteaux que compte le pays, 12 seulement sont d'origine et ne sont pas des reconstitutions. Maruoka est l'un de ceux-là, et c'est pour ça que je tenais à le voir absolument en passant dans la région. D'ailleurs, pour reconnaître un château authentique, c'est assez facile. Il suffit d'entrer à l'intérieur et de prendre les escaliers. La plupart ont en effet toujours ces escaliers dont je me demande bien qui est le fou furieux qui les a conçus ainsi. On ne s'en rend pas bien compte comme ça parce que c'est loin d'être évident d'escalader un machin pareil caméra au point. Désolé, j'ai pas de GoPro. Mais non seulement c'est ultra raide et Maruoka est l'un des pires, mais en plus les marches sont super hautes. Et c'est aussi dur à monter qu'à descendre, sans se casser la figure en tout cas. Durant mon voyage, je vais visiter au total 6 de ces 12 châteaux authentiques, et si je vous accorde volontiers que celui-ci n'est certainement pas le plus impressionnant, croyez-moi, les autres valent carrément leur pesant de cacahuètes, comme on dit. Bon, comme je m'y attendais en voyant les nuages noirs s'amonceler depuis le donjon de Maruoka, la pluie s'est effectivement mise à tomber, m'obligeant du même coup à annuler mon projet de retourner sur la côte d'Echizen pour effectuer d'autres prises de vue au drone. Du coup, je suis tout de même descendu jusqu'à la baie de Wakasa, et pour la peine, j'en ai profité pour aller me délasser un peu dans un onsen en bord de mer, avant de reprendre la voiture jusqu'à mon hébergement pour la nuit à Echizen. Echizen qui est aussi le nom d'une ville. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'en ai terminé avec la préfecture de Fukui. Je vais en fait y passer 2 jours, et le meilleur reste à venir. Une fois n'est pas coutume, j'ai voulu vous montrer un très rapide aperçu de l'endroit où j'ai passé la nuit. Une authentique maison japonaise sur les hauteurs d'Echizen, chez des gens absolument adorables et surtout de très bons conseils. Comme je dois rendre ma voiture de location en début d'après-midi à Fukui pour reprendre un train, je pensais me contenter d'une simple étape historique sur la route le matin. Mais mes hôtes de la veille m'ont vivement recommandé d'aller voir un temple qui, paraît-il, fait partie des plus belles choses à voir dans les parages. J'avoue que ça a piqué ma curiosité, et comme en plus c'est à 2 pas de l'endroit où je me rends ce matin, du moins en voiture, je me suis dit que j'irais faire un tour si j'ai le temps.
Pour l'heure, bien content déjà que le soleil soit de retour, j'ai pris la route jusqu'à Ichijo-dani, un autre lieu historique, autrefois le fief d'un des plus grands clans de la région. C'est ici que se trouvait leur ville fortifiée. Bon, évidemment, aujourd'hui, il n'en reste quasiment plus rien. D'ailleurs, tout ce que l'on peut voir a littéralement été exhumé suite à des fouilles effectuées dans le coin. Oui, je sais ce que vous pensez, hein. Venir jusqu'ici pour voir quelques cailloux disposés dans un champ, c'était vraiment du temps perdu. En vrai, non, mais vous allez voir ce que je veux dire dans un instant. Il n'y a pas que quelques cailloux et une rivière avec des carpes koi à Ichijo-dani. Juste en face se trouve un petit village de samouraïs entièrement reconstitué. Et ça, c'est déjà nettement plus intéressant, vous trouvez pas ? Les maisons ont été bâties avec les matériaux et les techniques d'époque, ce qui permet de mieux se plonger dans l'ambiance de ce que pouvaient être, au XVIe siècle, les villages des soldats samouraïs. Oui, vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec les belles résidences comme celles qu'on a vues à Kanazawa, et vous avez raison. Mais on ne parle ni de la même période historique, ni des mêmes personnes. Les résidences qu'on a pu voir dans la vidéo précédente appartenaient plus à des chefs guerriers qu'à de simples fantassins, tout simplement. Et elles étaient aussi plus récentes. Malgré tout, certaines maisons sont plus grandes et mieux décorées. Mais on est effectivement assez loin du style qu'on a pu voir précédemment. La visite aura toutefois duré moins longtemps que prévu. Aussi, je vais pouvoir aller jeter un œil à ce fameux temple qui m'a été si chaleureusement recommandé. Direction donc le temple Eiheiji, situé un peu plus loin dans la montagne. J'espère qu'il est aussi intéressant que ce que les propriétaires de mon hébergement de la veille m'ont laissé entendre. Déjà, à première vue, ça a l'air plutôt grand. Heureusement que j'ai encore du temps devant moi. En tout cas, l'entrée donne le ton, hein, entre cette forêt de cèdres, ces lanternes, ces statues, ces petits sanctuaires ou la rivière qui descend de la montagne. C'est vrai que pour le moment, je suis pas déçu. Sauf par la météo, qui a l'air de se gâter. Je sens déjà quelques gouttes.
ça y est, c'est l'averse. Heureusement, le temple est grand et la visite se poursuit à l'intérieur. Ça va me permettre de m'abriter un peu et... Ah ben mince alors! Impressionnante cette salle, j'avoue. Et ce plafond décoré... Waouh, je commence à penser que mes hôtes de la veille se sont pas moqués de moi, en effet. Le parcours me ramène dans les jardins où la pluie a déjà cessé et où le soleil brille à nouveau. Pour révéler sous mes yeux, véritablement ébahis, une pure merveille. Et je pèse mes mots. J'ai déjà vu pas mal de temples au Japon. Mais celui-ci méritait carrément le détour. Il y en a sûrement beaucoup d'autres que je ne connais pas encore et qui peuvent le surpasser, mais jusqu'ici, c'est de loin celui que j'ai préféré. Ah sérieusement, je vous laisse admirer, mais moi, ça m'a littéralement laissé sans voix. C'est vraiment un endroit splendide. Là, je manque de superlatifs. Et si vous trouvez que j'exagère, eh ben c'est sans doute parce que ces images ne lui rendent pas suffisamment justice. Si vous passez par Fukui un jour, franchement, je ne saurais que trop vous recommander de vous aventurer jusqu'ici. En tant que travel planner, vous pouvez être sûr que je le ferai figurer en bonne place dans un de mes roadbooks. Travel planner, oui, c'est-à-dire organisateur de voyage sur mesure, pour ceux qui l'ignorent, et bien sûr spécialisé sur le Japon. Toutes les infos sont en description. Mais cette dernière visite ne doit pas me faire oublier que j'ai un horaire à respecter, une voiture à restituer et un nouveau train à prendre. Mais une dernière petite surprise m'attendait devant la gare de Fukui. Apparemment, la région est aussi connue pour ses découvertes paléontologiques, on dirait. Voilà un point qui mériterait d'être creusé plus avant lors d'un prochain voyage. C'est noté. En attendant, c'en est fait de cette première incursion sur les côtes de la mer du Japon. Il est temps de retourner vers l'intérieur des terres. Première incursion, oui, parce que le voyage est loin d'être terminé et qu'il y en aura d'autres. J'espère en tout cas que vous avez apprécié celle-ci et la découverte de ces 3 préfectures, même si évidemment, cela ne reste qu'un minuscule aperçu de tout ce qu'il y a à découvrir ici. Rendez-vous donc au prochain épisode pour la suite du voyage, pour l'instant toujours en dehors des sentiers battus. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, à la fois pour faire découvrir à d'autres cette vision un peu différente du Japon, ou simplement si vous connaissez des gens autour de vous qui ont besoin d'aide pour planifier et organiser leur voyage. Après tout, c'est mon métier. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et comme on dit au Japon, matane, à la prochaine.